Le printemps, je vous propose une promenade dans les jardins. Et pour cela, suivons le paysagiste et écrivain Gilles Clément, qui met les espaces verts en mouvement dans le documentaire qu'Olivier Comte lui consacre. Il sera en salle le 12 avril. Rendons-nous aussi au Grand Palais, où une exposition explore les îlots de verdure de la Renaissance à nos jours, mais aussi au Centre Pompidou-Metz, où le jardin est un territoire infini de Giverny à l'Amazonie. Une triple occasion donc de nous aérer avec Stéphane Cornic. Passion des Français avec des documentaires et de nombreuses émissions. Tout ça ne demande qu'une chose, c'est d'être maîtrisé. Inspirateur de la première comédie de l'histoire du cinéma, Le Jardin est aussi une source d'inspiration inépuisable pour les artistes. 2 expositions rendent actuellement compte des allers-retours incessants entre la nature et ses représentations, de l'Antiquité à nos jours, l'encyclopédique au Grand Palais à Paris et la sensorielle au Centre Pompidou à Metz. Le jardin, ce sont des arbres, des fleurs, une évolution du naturel, des variations atmosphériques à représenter de toutes les manières, de la plus fidèle à la plus abstraite, la plus joviale à la plus mélancolique, pour rendre compte du temps qui passe, rendre compte des cycles de la vie, de la naissance à l'imaginaire d'un paradis. Mais d'emblée, un paradoxe apparaît. L'art semble fixer un phénomène évolutif. Ce qui est intéressant dans la représentation des jardins, c'est qu'en effet, les jardins sont un art vivant, donc un art qui est par définition soumis au passage du temps, à l'éphémère. Et on a tout cet intérêt des artistes au fil des siècles qui s'attachent à représenter, à capter l'éphémère, le mouvement, dans des images fixes. C'est très clair, notamment dans l'histoire de la photographie. Les notions de reproduction et de capture font très tôt dialoguer l'art et la science. C'est justement sur cette notion de capture qui peut être commune aux artistes et aux scientifiques qu'on présente dans cette section des objets justement à la limite entre une vocation strictement scientifique et une vocation beaucoup plus artistique. Avec notamment la botaniste et pionnière de la photographie anglaise, Anna Atkins. On est sur une technique particulière, le cyanotype, on est dans les balbutiements de la photographie. Le génie d'Anna Atkins, c'est justement ce caractère très scientifique, cette liste un petit peu à la Prévert de toutes ces espèces, et ce côté qui nous frappe tout de suite, c'est l'esthétique extrême des formes simples qui sont exprimées sur ce fond coloré. D'autres frontières se brouillent, notamment entre différentes pratiques, comme avec le peintre et paysagiste du XVIIIe siècle, Hubert Robert. Hubert Robert, c'est l'incarnation parfaite de ces dialogues qui peuvent exister entre l'histoire de l'art et l'histoire du paysage. Dans ses peintures, il s'inspire de son travail en tant que jardinier et paysagiste, c'est-à-dire que ses réflexes en termes de construction spatiale, son regard technique va nourrir tout son travail de représentation. Et à l'inverse, dans la façon dont il construit ses jardins, il a ce filtre du peintre, il a ce filtre pictural qui vient nourrir aussi la façon dont il compose les espaces. Cette interdisciplinarité se retrouvera 2 siècles plus tard dans les réalisations de Roberto Burle-Marx, qui s'inspire des papiers collés de Matisse pour peindre ses jardins avec la flore brésilienne. Artiste paysagiste, mais aussi artiste jardinier, comme au XIXe siècle les peintres impressionnistes Monet et Caillebotte, qui redéfinissent la notion de représentation de la nature. Ce sont des artistes qui vont moins s'intéresser à représenter une image figée du jardin que l'expérience du jardin. Quand on regarde un tableau impressionniste, ce qu'on voit, c'est finalement l'expérience d'un corps dans un site, et du coup l'expérience du mouvement du vent sur les plantes, l'expérience des vibrations du jardin et des couleurs du jardin que les impressionnistes arrivent à retranscrire avec une finesse extraordinaire. Au XXe siècle, l'artiste glaneur Jean Dubuffet fait évoluer l'image en incorporant des éléments naturels. Avant, il va faire son propre jardin en contrebas de son atelier, le jardin de Lubac, qui est un jardin en fait qui est un collage. Il va y avoir vraiment un aller-retour entre sa pratique plastique à ce moment-là et son jardin. Il va constituer son jardin en arrachant des lambeaux de gazon, en arrachant des arbustes dans la campagne vensoise, et il constitue son jardin presque comme un Frankenstein, comme un monstre, comme un collage de morceaux rapiécés. Et ça se voit complètement dans ses œuvres de cette époque. Dans les années 60, des artistes poussent cette pratique un peu plus loin, se libèrent de la toile et interviennent directement dans la nature. C'est le land art d'un Robert Smithson ou Richard Long. Alors avec le land art, on change d'échelle.
puisque, par exemple, Richard Long, avec sa fameuse ligne qu'il fait en marchant, fait exploser un petit peu le cadre du jardin. On est encore dans le jardin, puisque finalement, le jardin, c'est l'intervention d'un homme sur un espace naturel. C'est ce dialogue entre la nature et la volonté humaine qui fait le jardin. Avec Richard Long, on est encore dans cette histoire, puisque ce sont les pas de l'artiste qui viennent tisser quelque chose dans un contexte naturel. Ce qu'on montre ici au Centre Pompidou, c'est la contrepartie de ces actions de déplacement qu'il va le faire dans le paysage. Donc, à partir des années 70, il y a une bascule. Il va intégrer dans l'espace d'exposition ces installations et donc faire une sorte de parallèle en intégrant le paysage à l'intérieur de la salle d'exposition. Le vivant, désormais transplanté dans l'espace du musée, peut se greffer et évoluer. Depuis quelques décennies, des artistes contemporains proposent des environnements immersifs où la distinction entre l'artificiel et le naturel se trouble pour proposer aux visiteurs promeneurs un pur univers de sensations. L'Américain